Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le professeur. Je suis ravi, merci au nom de CHAM de nous recevoir. J'ai plusieurs questions à vous poser. Mais la première, c'est, si j'ai souvenir, vous étiez dans une vie antérieure vétérinaire. Et vous étiez au Haras du Pin et vous avez participé aux soins des chevaux qui ont gagné avec l'équipe de France la médaille d'or à Montréal, aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Est-ce vrai? C'est vrai, j'étais le vétérinaire de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Montréal. Mais je dois dire que vétérinaire, je l'étais, mais on le reste toujours, dans une forme d'esprit, dans une forme d'approche. Comme quand je pense que médecin, on l'est toujours, même quand on a quitté l'exercice direct. Et au fond, pour moi, c'est votre thème. Il y a vraiment, je vais le dire en français, une seule santé. Et je crois que c'est tout à fait essentiel. C'est une notion de bon sens. On analyse tous les facteurs d'émergence des maladies et on associe la santé humaine, la santé animale et l'environnement. J'y reviendrai dans un instant. Et la crise actuelle nous montre cette interaction entre environnement, réchauffement climatique, apparition de nouveaux virus. Mais, je vous le dis très sincèrement, ça ne peut pas rester qu'un concept ou un slogan. Ça ne peut pas exprimer une forme de condescendance. Je me rapporte à l'édito du président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Ça ne peut pas être une condescendance à l'égard de la santé animale et à ceux qui en assurent, j'allais dire, le suivi. Je l'ai parfois entendu. J'ai des souvenirs, vous savez, au moment où on a débattu de la compétence des laboratoires vétérinaires. On l'a bien vu. Et doit nous permettre, me semble, et c'est l'occasion et c'est le sens de ce qui va vous réunir pendant 2 jours, de dépasser les segmentations stériles et d'aller vers une gestion globale qui intègre la santé humaine, la santé animale et la santé, je mets le mot santé, environnementale. Je crois que ces principes-là, et c'est l'occasion en fait de sortir, de nos cloisons, de nos clivages. Je crois que c'est une des réflexions qu'on doit avoir. Et je dois vous dire que là, je reprends ma casquette de président du Sénat. Le Sénat, c'est aussi le territoire. C'est sur le territoire des hommes qui ont des problèmes de santé, santé humaine, santé animale, la production agricole, et santé environnementale, la faune et la flore sauvage, oui. Ce sont des sujets majeurs sur le territoire, qu'ils soient d'ailleurs rural ou urbain. Tout à fait. Alors, le Sénat est-il équipé pour cela? Écoutez, la première, c'est peut-être les leçons qu'on peut tirer de la crise actuelle, si vous me le permettez, et peut-être revenir à ce que le Sénat fait actuellement dans ses commissions d'enquête et dans la mission d'évaluation qui continue, qui actuellement est très penchée sur la question de l'outre-mer, bien évidemment, mais qui, derrière cela, elle est présidée par Bernard Jomier, qui est d'ailleurs un médecin, vous voyez. Le rapporteur n'a rien d'un médecin, c'est un agrégé d'histoire, Roger Carucci, et l'autre rapporteur est issu du monde rural, et il est un élu des Hautes-Alpes, Jean-Michel Arnaud. Mais je crois que, si vous me le permettez, qu'est-ce que je tire, et qu'est-ce que nous tirons au Sénat? La première constatation sur les leçons de la crise actuelle, c'est que nous avions oublié en 2020 les premières alertes qu'on avait eues en début des années 2000. SRAS, H1N1, MERS, Ebola. Et au fond, on n'était pas prêts. On avait un niveau de préparation insuffisante. Et je me rappelle d'un rapport d'un sénateur, d'ailleurs professeur de médecine, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, le professeur Giraud, qui nous avait mis en garde sur la préparation par rapport à cela. La deuxième constatation que je fais, c'est que la crise a mis en évidence à la fois, et là, j'avais une centralisation excessive et paradoxalement, une gouvernance très éclatée. Je ne vais pas revenir sur le nombre d'organismes, sur la diversité d'expressions, mais je me permets de le dire, au fond, on n'a pas eu de vision stratégique et on a eu des consignes centralisées, souvent inadaptées aux réalités des territoires. Ça, il faut vraiment... On verra quand on conduira des propositions de réforme, on l'a fait
dans la loi 4D, qui devrait venir à l'Assemblée nationale au mois de décembre. Et je pense que c'est ce qu'a dit la commission d'enquête du Sénat. La commission d'enquête, elle était d'ailleurs, vous voyez que les médecins sont partout, il n'y a pas que des vétérinaires, présidée par Alain Milon, avec son expérience de président de commission. Au fond, elle a dit, il y a une espèce de paradoxe, la centralisation est excessive, et en même temps, la gouvernance est éclatée. Vous voyez bien le nombre d'organismes. Pardonnez-moi. Mais oui, mais comment faites-vous? Parce qu'effectivement, la décision, à un moment, c'est de revoir tout ça et de conduire la réforme. Mais je voudrais peut-être, car vous allez l'aborder, et vous l'avez déjà abordé dans cette journée, le rôle de l'OMS. On voit bien que c'est un rôle extrêmement important. Il faut donc dépasser les frontières nationales, mais en même temps renforcer les mécanismes de régulation de l'Union européenne. C'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, la présidence française devrait réfléchir. En effet, il me semble qu'aujourd'hui, il n'est pas question de quitter la responsabilité nationale de la santé, mais un certain nombre d'éléments peuvent être beaucoup plus partagés. Et je vais refaire une comparaison avec la santé animale, sur la peste porcine africaine. On gère collectivement dans l'Union européenne l'avancée de l'épidémie. Et je dois dire qu'il y a, à mon avis, une coordination opérationnelle à conduire. C'est d'ailleurs la proposition de création d'une agence de sécurité sanitaire au plan européen qui me semble intéressante. Et puis, il faut aussi être positif. Au fond, aujourd'hui, plus de 65% de la population de l'Union européenne est vaccinée. Oui. C'est quand même un succès. Et c'est un succès. Alors avec ces difficultés, on a eu les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de marché. Mais comme nous sommes des vraies démocraties, on est prompt à critiquer. Mais en même temps, je constate que si on a eu un retard à l'allumage, on a eu une stratégie qui a été suivie des faits en Europe. Voilà mon regard sur la crise, mes constatations, sa dimension nationale, la dimension européenne et les perspectives. Donc on est bien dans une réponse politique, qu'elle soit au plan européen, qu'elle soit au plan national, mais aussi qu'elle soit au plan mondial. Je crois que c'est ces trois niveaux. Alors, monsieur le professeur, mais je vous laisse peut-être, mais vous me parliez des réformes. Ben oui, parce que, bien sûr, là, vous avez fait le constat, mais maintenant, bon, on fait quoi? On fait quoi et que fait le Sénat à l'intérieur de ce « on fait quoi » Écoutez, on vient de débattre sur une loi qui s'appelle 4D. Décentralisation, déconcentration, différenciation, et le quatrième D est flou, décomplexification. Le mot a été jugé d'ailleurs par le Conseil d'État comme un mot peu porteur de sens. Au fond, je crois que la crise, mais pas simplement la crise, a montré les limites de la verticalité. Et au fond, on voit bien que les initiatives du terrain, elles ont été importantes. Moi, je n'oppose pas le terrain à des décisions nationales. Mais, pardonnez-moi de rappeler la crise des masques, l'organisation des centres de vaccination. Absolument. Je me rappelle de votre proposition un peu iconoclaste, mais monsieur le professeur, vous connaissant et ayant la plus grande amitié pour vous, à un moment, vous avez bien fait de nous mettre devant nos responsabilités. Quand vous avez dit, et pourquoi pas, 2 week-ends qui nous permettraient de protéger la vaccination. Vous savez que je fais partie de ceux qui, depuis longtemps, avaient dit vaccination obligatoire si nécessaire. Oui. Sans doute les souvenirs vétérinaires, oui, mais d'un certain nombre de pathologies. Et je pense que le couple préfet-maire, le rôle du conseil régional, du conseil départemental, dans ce cadre-là, est quelque chose d'important. Voilà pourquoi, par exemple, nous faisons un certain nombre de propositions que nous avons votées sur l'organisation des agences régionales de santé. Je le dis parce que, dans une vie antérieure, qui n'était plus vétérinaire tout à fait, j'ai été le président de la Fédération hospitalière de France. Absolument. Et j'ai été de ceux qui pensaient qu'il fallait régionaliser. Mais au fond, nous voyons bien que nous avons des ARS qui ont été critiqués, mais qui ont aussi été soumis aux injonctions paradoxales d'une administration centrale. Et je dois le dire, j'ai entendu beaucoup de critiques sur les ARS, certaines fondées, mais en même temps, quand je regarde l'ARS d'Île-de-France et Aurélien Rousseau,
Je considère dans une région de 12 millions d'habitants, je lui ai dit qu'il me semble avoir fait le meilleur travail dans le schéma d'organisation. Mais il faut qu'on en tire des conséquences. Quelle réforme? Alors, attendez, je peux vous poser une question avant. En fait, quand on regarde l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays fédéraux, avec des gros pouvoirs régionaux, ont dû taper du poing sur la table. Angela Merkel et Jens Spahn, en Allemagne, ont dit « Stop, les Länder, c'est à nous de faire le business ». Comment on répartit les rôles entre... Parce que, je me souviens, il se trouve que le président du Bundesrat allemand, du Sénat allemand, était avec moi quand Merkel a tapé du poing. Parce que, naturellement, à un moment, c'est pas non plus... Nous ne sommes pas un pays fédéral. Mais la réalité, la proximité des territoires, mais c'est aussi un débat démocratique. Il y a eu un débat démocratique entre chaque land et le gouvernement fédéral. Je pense que ce débat n'a pas eu lieu en France. Non, c'est clair. Et que quelque part, les élus ont été considérés comme les supplétifs. Et d'ailleurs, on a vu la réponse au moment des élections régionales et départementales. On a considéré le travail des élus. Mais revenons aux propositions de réforme. Agence régionale de santé, il faut qu'on reconnaisse plus le niveau départemental. Pardonnez-moi d'entrer, ça peut sembler être un peu un schéma de structure, parce qu'on est en proximité. Absolument. Et il faut donc que la délégation départementale des ARS soit renforcée. Et moi, je les ai vus à l'œuvre. Et pardonnez-moi de parler de mon département dans les Yvelines, ça a très bien fonctionné. Dans une relation de confiance entre le corps médical, avec les élus, avec les organisations sociales, et naturellement avec un préfet qui était le patron. Et donc, nous proposons tout simplement de renforcer ce niveau départemental. Nous proposons que le conseil de surveillance de l'ARS, et ça n'est pas que de la mécanique structurelle, soit coprésidé par le préfet, le président de la région. Et pour nous, que les usagers y soient plus représentés. Au fond, pardonnez-moi, nous sommes, en Allemagne, il y avait peut-être une démocratie plurielle. Nous sommes en déficit démocratique dans cette question de la santé. Voilà pourquoi ceci faisait partie de nos 50 propositions. Et ça nous conduit à un débat. Faut-il régionaliser notre système de santé? Je dois vous dire que la proposition que nous faisons au Sénat est en quelque sorte de coprésidence et quelque part de co-gestion. Je pense qu'il faudra y aller avec attention parce qu'on a un principe, c'est l'égalité, l'équité. Est-ce que, dans la régionalisation absolue, on ne crée pas des dissymétries entre certains territoires? On peut avoir une péréquation. Mais il faut qu'on y réfléchisse. Mais je pense que le premier objectif qui pourrait être, parce que la question de la régulation est importante, peut-être de régionaliser et une part significative des fonds d'intervention qui représentent près de 4 milliards d'euros. Je pense qu'on pourrait y aller très très vite. Et puisqu'on va avoir un débat politique, ça pourrait être une proposition demain en conclusion de la loi 4D. Vous n'iriez pas plus loin parce que quand on regarde, on dépense à peu près 3 100 € par tête de Français par an en matière de santé. Pourquoi on ne donnerait pas un pourcentage, je ne sais pas, 30, 40, 50% aux régions via peut-être aussi les départements, quitte à ce que les régions les plus pauvres reçoivent des plus riches? Je pense qu'il faudra passer par la voie de l'expérimentation et qu'on l'expérimente dans 2 ou 3 régions qui seraient volontaires. Oui. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Voilà pourquoi différenciation fait partie de la loi 4D. Et l'expérimentation peut être une approche, me semble-t-il, pour le faire. Mais déjà, de manière générale, on régionaliserait une partie importante des crédits du fonds d'intervention régionale, on avancerait. Mais moi, je suis ouvert à l'expérimentation. Bien sûr. Alors, autre point, et point qui est essentiel aussi, c'est celui de la recherche. Vous avez bien vu qu'on a été quand même assez malheureux de voir que nous étions incapables de sortir un vaccin en temps utile, alors que des Français sont partis aux États-Unis pour le faire. Quelle est votre vision de la recherche en France aujourd'hui? C'est vrai qu'on a été un peu triste de se dire, c'est pas de chez nous, quoi. Non pas du tout qu'on soit cocardier, mais quand même. Au pays de Pasteur, c'est un peu triste. Au pays de Pasteur, au pays
Leclin chez Vallée, je vais prendre les plus anciens. Et ça nous ramène à One Health. Je rappelle toujours que c'est l'association de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires qui nous a permis d'avancer dans l'histoire à la fin du 19e. Je voudrais peut-être vous dire un mot sur les problèmes structurels de notre système de recherche. Et peut-être que c'est intéressant qu'on fasse référence au rapport récent de la Cour des comptes sur le financement de la recherche publique, notamment dans la lutte contre la pandémie. Je pense que nous avons, mais ce n'est pas uniquement dans le cadre de cette recherche spécifique sur un vaccin contre la Covid-19, on a un éparpillement des initiatives et des financements. On a des financements peut-être insuffisants, mais surtout, et quand ils sont insuffisants, en plus on les saupoudre. On n'en a pas assez et en plus on les saupoudre. On n'a pas les priorités très clairement définies. Et puis, ce que je dis est une évidence depuis longtemps, on a un problème de lien entre la recherche académique et l'industrie. Et on voit bien que, au fond, nos start-up ne sont pas assez courageuses. Alors, je crois que vous allez avoir une séquence sur Dessine-moi l'industrie de santé de demain. Ah oui. Eh oui. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de la dessiner, de la faire passer dans un changement, parce que nous avons eu une approche, il faut bien se dire, sur l'industrie de santé, strictement budgétaire. Complètement. À la fin de chaque année, quand il manquait de l'argent pour le PLFSS, un petit coup sur l'industrie pharmaceutique. Oui. Alors qu'on aurait dû avoir l'intelligence, naturellement, un certain nombre de bénéfices doivent être taxés, redistribués, mais au fond, on a oublié complètement cette dimension-là. Ça ne peut pas être la variable d'ajustement des déficits des PLFSS, et au point où on en est de toute façon, pardonnez-moi. Bon, alors je pense que... Je vais vous interrompre une seconde, ça me fait très plaisir de vous entendre dire ça, parce que c'est vrai que nous avions un système où la santé était considérée comme une dépense, que ça. Aujourd'hui, il faut la considérer comme un investissement. C'est un investissement, et pardonnez-moi, un service qui est apporté à la population. Et on voit bien que, vous savez, je suis très très marqué au moment où on échange, tous deux, quelques jours avant vos rencontres, nous vivons la situation dans nos Outre-mer. Et je me sens profondément solidaire de la situation dans nos Outre-mer. Nous avons un débat au Sénat sur ce sujet et j'ai appelé quasiment chacun des parlementaires d'Outre-mer. Et nous voyons bien que le travail de notre mission d'information, ça va essayer d'analyser tout cela. Peut-être qu'on est loin de la recherche, mais on est dans des réponses qu'il faut apporter, dans la pédagogie. Mais je ne vous cache pas que la mission que j'évoquais tout à l'heure, il va falloir qu'elle se penche, elle aussi, sur Dessine-moi l'industrie de demain. Ce sera aussi le rôle de la Commission des affaires sociales, de la Commission des affaires économiques, avec la dimension aussi pour la Commission des finances. On ne peut pas être la variable d'ajustement du budget. Mais merci, monsieur le Président. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, merci infiniment. Et pardonnez-moi de l'avoir fait un peu à distance, mais j'avais une contrainte d'engagement territoriale. Et je ne pouvais pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur.